Ok, super. Donc ce lien, en fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est un lien vers mon agenda. Je sais par expérience que après mes webinaires, même si voilà, j'essaye d'apporter le maximum de contenu, il y a toujours, on va dire, une petite part de frustration. Et c'est pas toujours évident pour moi de répondre à toutes les questions. Donc je propose un rendez-vous exploratoire pour aller plus loin, gratuit et sans engagement. L'idée, donc ça dure 30 minutes. L'idée, c'est pour moi d'essayer de vous apporter un premier pré-diagnostic de votre situation et puis vous apporter des pistes de solutions. Donc, c'est pas forcément toute la solution, mais ça permet déjà de savoir dans quelle direction aller. Voilà, alors je vais partager mon écran puisque j'ai préparé un petit diaporama. Voilà, on va y arriver. Voilà, et on va mettre en grand écran en espérant que vous voyez bien. Voilà. Est-ce que du coup, vous voyez bien le partage d'écran? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien ce partage d'écran? Ok, super, merci beaucoup. Alors, au menu de ce soir, bah oui, effectivement, le thème, c'est la question du HPI Manager. On va dire comment retrouver une reconnaissance et une performance en tant que HPI Manager ou en tant que manager HPI, on pourrait dire. Alors, au menu de ce soir, je vais parler de quoi? Si ça veut bien démarrer. D'abord, je vais juste faire une petite présentation rapide de quoi je parle quand je parle de HPI et au passage, je fais une précision pour dire que je n'aime pas trop le terme de HPI parce qu'il a tendance à être stigmatisant, mais encore une fois, c'est plus simple, c'est plus pratique, donc je garde pour l'instant ce terme, mais il est clair entre nous que c'est vraiment un terme que je n'aime pas trop. Parfois, j'utilise le terme de multipotentiel, mais comme il est un peu plus long, forcément, ça prend un peu plus de temps. Après avoir faire juste camper le décor sur de quoi parle-t-on quand on parle de HPI, je vous parlerai des atouts des managers HPI. Alors, pourquoi commencer par les atouts alors que vous vous dites, bah moi, c'est peut-être plutôt sur les difficultés et quelles clés pour résoudre ces difficultés, c'est que ça me paraît quand même essentiel de commencer par une dimension qui est positive. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, les managers HPI ont de grands atouts. Ensuite, on parlera des zones aveugles des managers HPI. Et puis enfin, bien évidemment, je vous parlerai des clés pour devenir un manager HPI performant et reconnu. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de HPI? Je jette en même temps un œil sur vos commentaires. N'hésitez pas, continuez à me mettre vos questions, vos remarques sur justement les questions-réponses, le système de questions-réponses, et je tâcherai d'y être attentif au fur et à mesure. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de HPI? La première des choses, déjà, c'est une vitesse hors norme. Alors, cette vitesse, elle se traduit à la fois sur la vitesse de compréhension, la vitesse de réflexion, la vitesse d'observation, d'imagination, d'anticipation. Je dirais que cette vitesse va pour un peu tout. Voilà. Et parfois aussi pour agir. Deuxième caractéristique, c'est la pensée arborescente. Alors, je précise tout de suite à ce stade que quand on parle de pensée arborescente, en réalité, le cerveau est fait et conçu pour avoir une forme de pensée arborescente. Mais dans le cas des HPI, c'est tellement plus marqué que ça déborde et que c'est vraiment beaucoup plus visible. C'est vraiment beaucoup moins visible pour, on va dire, la majeure partie des autres personnes qui ne sont pas dans ce cas-là. Alors, au passage, je vais peut-être vous donner le sentiment pendant ce webinaire qu'il y a les HPI et les autres. Bien évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a tout un continuum entre les deux. Mais il faut reconnaître que ces caractéristiques dont je parle, là en ce moment, ce sont des caractéristiques qui sont tellement visibles que oui, on peut d'une certaine façon avoir cette espèce de façon de catégoriser les personnes. Même si je sais très bien que l'ensemble des HPI, une de leurs caractéristiques, c'est d'avoir horreur d'être mis dans une case. Donc ça, j'en ai parfaitement conscience. Donc cette pensée arborescente, elle va se traduire par exemple par une très forte créativité, parce qu'on fait des liens entre des sujets qui n'ont pas de rapport a priori, on a un intérêt pour mille choses, donc ça donne aussi un grand éclectisme, voilà. Et puis aussi faire des liens aussi entre des sujets qui n'ont pas de rapport, et du coup, ça a tendance ça nous permet d'avoir assez souvent des intuitions, et des intuitions qui s'avèrent souvent justes, souvent pertinentes. Troisième caractéristique, c'est un haut niveau d'exigence.
Alors, c'est un haut niveau d'exigence pour soi-même, mais aussi pour les autres. Voilà, je vais m'arrêter là à ce stade. Quatrième caractéristique, et je précise au passage que les caractéristiques dont je parle ce soir, je vais dire, elles sont loin d'être exhaustives, mais quand même, je vais en citer, je crois, 8 ou 9. Elles sont assez représentatives, ces 8 ou 9 caractéristiques, de ce qu'on rencontre chez la majeure partie des HPI. Donc la quatrième dont je voulais parler, c'est le fort besoin d'apprendre. Un besoin d'apprendre en permanence. Donc ça se traduit par le fait d'avoir envie de lire, de regarder des vidéos, de s'intéresser à 1000 sujets. Voilà, donc c'est vraiment une forte, à la fois une forte capacité d'apprendre et une forte envie d'apprendre. Et donc, du coup, cette capacité d'apprendre va se traduire aussi par une forte capacité d'adaptation. Ça, c'est aussi une autre caractéristique des HPI. Cinquième caractéristique, c'est une sensibilité exacerbée. On pourrait parler de haute sensibilité, on pourrait parler d'hypersensibilité. En réalité, c'est aussi modulé hein, selon les personnes, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que ça a comme caractéristique? Alors oui, peut-être ne pas faire la confusion entre HPI et HPE. On parle souvent de haut potentiel émotionnel ou d'hypersensible. Autant l'immense majorité des HPI ont aussi une sensibilité assez forte, plus forte que la moyenne, autant l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il existe a priori, dans la population, on estime que c'est à peu près 15 à 20% de la population qui a une sensibilité plus forte que la moyenne, mais en réalité, les HPI ne représentent que 2% de la population. Donc, on peut penser que 90% des hypersensibles ne sont pas HPI. Donc ça, c'était une précision que je voulais apporter. La sixième caractéristique, c'est une forte empathie. Alors, ça va souvent avec la sensibilité, mais l'empathie, ça va se traduire par le fait d'être très fortement orienté vers les autres et parfois d'oublier leurs propres besoins. Donc ça, c'est aussi une caractéristique qu'on va retrouver chez l'immense majorité des HPI. Alors, au passage, je fais une petite parenthèse pour dire que certains peuvent s'être coupés de leurs émotions, de leur sensibilité, de leur empathie par, comment dirais-je justement, c'est tellement difficile pour eux de supporter cette empathie et cette sensibilité qu'ils s'en coupent. Et on va voir peut-être parfois les effets que ça peut avoir pour ces personnes. Septième caractéristique, une grande humilité. Alors pourquoi une grande humilité? Parce que comme ils adorent apprendre, eh bien ils ont conscience comme Socrate qu'ils ne savent pas grand-chose, même s'ils apprennent énormément. Et donc en ayant conscience qu'ils ne savent pas grand-chose, ils ont une humilité plus développée que la moyenne. Et donc ils ont par conséquent une capacité à se remettre en cause. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Alors bien évidemment, c'est loin d'être exhaustif encore une fois, mais je voudrais avancer sur le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est le manager HPI. Alors comment ça se traduit ces caractéristiques dans le cas du manager HPI? Eh bien, pour sa vitesse, ça va se traduire par une vitesse de compréhension, de réflexion qui est beaucoup plus importante. Et donc, forcément, le manager HPI, il a un côté quand même très performant. Et je dirais en particulier dans un monde où on parle souvent de monde en accélération, il y a beaucoup d'ouvrages sur ce sujet. Quand on est dans un monde en accélération, aller plus vite que la moyenne, c'est un sacré atout. Deuxième atout, la pensée arborescente, eh bien, ça va avoir un effet d'être extrêmement créatif, d'être innovant et d'être aussi d'avoir un côté un peu visionnaire. Or, tout ça, bien évidemment, c'est essentiel dans un monde qui change à toute vitesse, dans un monde où on a besoin d'innover. En général, le manager HPI va être très instigateur d'un esprit de créativité et d'innovation au sein de son équipe. Et par ailleurs, comme il a aussi des intuitions, eh bien, il va avoir une certaine vision sur la façon de conduire son service, de conduire son équipe, de conduire sa direction. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. C'est pas parce que vous êtes en fonction de directeur que vous êtes forcément visionnaire, que vous avez forcément cette aptitude à la vision à long terme. Par ailleurs, le haut niveau d'exigence, eh bien, forcément, c'est quelque chose de très apprécié. Dans un monde qui a besoin de performance, on a besoin de haut niveau d'exigence. Mais en tant que manager, l'autre atout que je vois à ce haut niveau d'exigence, c'est que en étant exigeant vis-à-vis de ses équipes, eh bien, ce haut niveau d'exigence va être une sorte de, comment dirais-je, de marque de confiance
vis-à-vis de leur capacité à progresser, puisque justement, le manager HPI va être assez exigeant, va être plus exigeant que la moyenne envers ses collaborateurs. Eh bien, c'est une marque de confiance qu'il a dans leur capacité à grandir, dans leur capacité à progresser. Alors, je sais bien que ce n'est pas forcément toujours le cas ou toujours à ce point-là, mais il n'empêche que cette exigence a vraiment deux atouts en tant que manager. La capacité d'apprendre, comme je disais tout à l'heure, ça va être aussi la capacité d'adaptation et la capacité à progresser. Donc, bien évidemment, dans un monde qui bouge à toute vitesse, on a besoin d'apprendre, on a besoin de se remettre en cause en permanence. Donc, forcément, le manager HPI va avoir un atout s'il est capable de s'adapter plus vite et plus loin que la moyenne des autres. Quant à la sensibilité, eh bien, l'atout en tant que manager HPI, c'est qu'il va avoir, du coup, ce manager HPI, en général, il va avoir une intelligence émotionnelle plus importante. Il va comprendre les émotions des autres, il va les sentir de façon plus fine, et en particulier celles de ses collaborateurs. Et donc, il va être capable de sentir celles et ceux qui ne vont pas bien, celles et ceux qui ne se sentent pas forcément à l'aise, celles et ceux qui ont peur, qui ne se sentent pas forcément dans leur élément. Et il va être aussi capable de peut-être d'avoir une sensibilité au bien-être de ses collaborateurs. Alors, je fais une première parenthèse à ce sujet-là parce que, et je vais en parler juste après, mais le paradoxe de cette question de sensibilité, c'est que, comme je disais à l'instant, parfois certains, les émotions, pour certains HPI, les émotions sont tellement fortes et tellement difficiles à supporter qu'ils vont parfois se couper de leurs émotions. Et donc, c'est le paradoxe justement du manager HPI, c'est que de temps en temps, cette intelligence émotionnelle ne fonctionne pas bien. Alors, je surveille en même temps. Oui, merci Estelle, une certaine résilience aussi. Bien évidemment, oui, je confirme que la résilience, c'est directement lié en fait à la capacité d'adaptation. Et donc, effectivement, les HPI vont avoir une grande résilience. Donc, capacité à surmonter les difficultés, à en faire quelque chose de positif, à reconstruire derrière. L'empathie, alors l'empathie du manager HPI, ça va lui permettre d'être sensible à l'intelligence collective, d'avoir une propension à développer l'intelligence collective au sein de ses équipes, et même, je dirais, au-delà de ses équipes, parce qu'il a aussi ce côté très transverse, et aussi de s'occuper du bien commun. Donc forcément, ce sont des éléments clés pour la réussite des organisations d'aujourd'hui. Et puis enfin, l'humilité. Alors l'humilité, je disais tout à l'heure, ça va être aussi pour la capacité d'adaptation, mais en tant que manager, l'humilité, ça va être la capacité à avoir un management de style empowerment. On parle aussi d'empuissantement en français, j'aime pas trop le mot. Qu'est-ce que c'est que l'empowerment? Eh bien, c'est la capacité à faire grandir, là aussi, ses collaborateurs. À les aider à surmonter aussi leurs échecs. Voilà. Et donc, par rebond, ce management qui fait grandir les collaborateurs, bien évidemment, fait grandir l'entreprise. C'est une évidence. Alors, Giordano, l'exigence du manager HPI n'est-elle pas également un frein? Oui, évidemment, je vais en parler juste après. Une équipe fermée au progrès, à l'amélioration, risque de ne pas comprendre et de se fermer. On est bien d'accord, Giordano. J'y arrive juste après. Alors, voilà, les zones aveugles. Alors, vous voyez, j'ai utilisé cette image des zones aveugles du véhicule, la vue de l'avant, la vue latérale, et donc vous voyez que les angles morts, ils sont là, en rouge. Mais donc, j'ai remplacé le véhicule par le cerveau parce que oui, en effet, ce sont véritablement des zones aveugles et je vais vous expliquer pour quelles raisons. Alors, je vais reprendre en fait les mêmes thèmes à chaque fois, les 7 ou 8 thèmes que j'ai évoqués au début, des caractéristiques des HPI que je viens d'évoquer en tant qu'atout, je vais vous les réévoquer maintenant en tant que zones aveugles. Alors, la vitesse, oui, effectivement, elle peut faire peur et elle va se traduire par de l'impatience. Alors, elle peut faire peur parce que d'abord, on peut larguer les gens dans nos explications, on peut aller vite, donc trop vite par rapport à la vitesse d'acceptation, la vitesse que sont capables d'accepter, on va dire, les autres personnes, et en particulier ses collaborateurs. Dans certains cas, ça peut même aller jusqu'à la jalousie. Clairement, on voit bien que quelqu'un qui va trop vite pour soi, imaginez, vous courez une course de fond et puis vous êtes que avec des champions autour de vous, forcément, vous avez un côté jaloux de vous dire mais comment ça se fait que moi je peux pas suivre. Bon là c'est un peu l'inverse, c'est plutôt le manager HPI qui s'en sent seul, mais il est seul devant et de temps en temps il se retourne en se disant ah là je sens que je suis allé un peu vite.
Donc oui, et en plus de ça, vis-à-vis de ces hiérarchiques peuvent se sentir clairement menacés par quelqu'un qui va vite, par quelqu'un qui est capable d'aller vite. Et le paradoxe de cette vitesse, en fait, c'est qu'elle peut être perçue comme par les autres, hein, et en particulier par les collaborateurs, mais aussi par des collatéraux, comme une façon pour le manager HPI d'asseoir son pouvoir. Et c'est ça le paradoxe, parce que le manager HPI a tout sauf envie de pouvoir. Il n'a absolument pas envie de pouvoir, mais le problème, c'est qu'il est perçu comme ça. Donc voilà aussi pourquoi ça peut être une zone aveugle. Et puis, en plus de ça, cette vitesse de pensée, elle peut être un frein pour se faire comprendre des autres, hein, ce que je disais juste avant. Aussi parce que parfois, l'élocution ne peut pas aller aussi vite que la pensée. Et donc, clairement, il arrive très fréquemment que le manager HPI va sauter des étapes parce que son esprit est passé à autre chose et qu'il n'a pas les moyens de faire suivre son élocution, de leur faire suivre la pensée. Alors, je suis un peu en même temps vos questions-réponses. Sentiment pour l'autre qu'on est brouillon, on part trop vite, trop loin. Oui, tout à fait, Estelle. Pourrez-vous diffuser les supports? De toute façon, vous les aurez dans le replay, bien sûr, hein. Je vais envoyer le replay ce soir par email, le lien vers le replay. Voilà pour la vitesse. Et alors, pourquoi c'est une zone aveugle? Parce qu'en fait, même s'ils se font régulièrement remarquer qu'ils vont vite ou qu'ils vont trop vite, les HPI, en tout cas les managers HPI, vont chercher à s'adapter aux autres qui considèrent, en fait, ils se considèrent comme les autres et ils s'adaptent aux autres. Donc, même s'ils reçoivent ces messages permanents de leurs différences, ils font un peu comme si elles n'existaient pas. J'ai un petit exemple à citer. J'ai une nouvelle cliente depuis assez peu longtemps qui a une très forte responsabilité dans une start-up, hein. Cette cliente m'a posé lors de la première séance au moins 5 fois la question, mais Cyril, est-ce que tu es bien sûr que je suis HPI? Et pourtant, elle avait déjà échangé avec moi plusieurs fois, elle était OK pour se faire accompagner par moi, donc clairement, elle voyait bien que tout ça, ça lui correspondait, mais même pendant la séance, 5 fois, à 5 reprises, elle m'a dit, et quand je dis 5 fois, c'était peut-être plus, mais est-ce que tu es bien sûr que je suis HPI? Donc on voit bien qu'il y a une espèce de déni de la situation réelle et ça va jouer sur toutes les caractéristiques. Alors c'est pas forcément du déni, mais c'est une espèce de volonté inconsciente d'être comme les autres. Alors la deuxième zone aveugle, c'est par rapport à l'arborescence. Par rapport à ce cerveau en arborescence, eh bien, la difficulté que vont rencontrer les managers, c'est donner le sentiment d'être dispersé. Et en donnant ce sentiment d'être dispersé parce qu'il part dans plein de directions, ou elle part dans plein de directions, eh bien, ça va donner aussi le sentiment d'un manque de constance. Or ça, pour un manager, c'est quand même assez ennuyeux. Et de même, on rejoint le premier point, c'est aussi difficulté à se faire comprendre. Euh, alors, en plus, ils ont besoin d'entrer évidemment dans moult détails, hein, parce que comme leur cerveau part dans toutes les directions, ils ont besoin d'éclairer sur tout ce qu'ils ont dans leur cerveau, parce qu'ils sentent bien que ce sont des choses qui peuvent avoir de l'importance. Et comme ils n'imaginent pas du tout que tout le monde fonctionne comme eux, à un moment donné, effectivement, ils vont se faire larguer ou ils vont donner vraiment le sentiment d'être très dispersés. Et donc ce manque de constance, hein, comme je disais, alors comme en plus ils ont tendance à lancer beaucoup de projets, mais pas forcément tous les mener à bien, voire en abandonner un grand nombre, tout ça, ça contribue là encore à ce sentiment de manque de constance vis-à-vis de collaborateurs, mais aussi vis-à-vis des autres personnes. Alors, je viens justement à la remarque, hein, je ne sais plus qui l'a fait, je ne sais pas si c'était Giordano, par rapport à l'exigence, le haut sentiment d'exigence, enfin le haut niveau d'exigence. Alors d'abord, je vais parler du sentiment d'imposture parce que c'est un haut niveau d'exigence par rapport à soi. Ce haut niveau d'exigence par rapport à soi, c'est en gros se fixer quasiment systématiquement un Everest comme objectif. Or, quand on est capable de gravir des montagnes, on n'est pas forcément capable de gravir l'Everest. Et donc, 9 fois sur 10, on n'atteint pas l'Everest. Et comme on n'atteint pas l'Everest, eh bien, on va s'auto-critiquer, s'auto-juger très négativement. Et donc, on va se dire, qu'est-ce que je suis vraiment nul de ne pas avoir atteint mon Everest quand même, c'est incroyable. Puis en plus, 7 fois d'affilée. Donc, c'est vraiment, ça contribue à développer un sentiment d'imposture. Mais l'autre point par rapport à ce haut niveau d'exigence, c'est que
le manager HPI n'a pas du tout conscience que son haut niveau d'exigence, il est complètement disproportionné par rapport aux autres personnes, par rapport à ses collaborateurs. Donc, forcément, il va y avoir un risque de décourager des collaborateurs. Ce haut niveau d'exigence ne sera pas forcément toujours adapté. Bien sûr, c'est bien d'une certaine façon d'être assez exigeant vis-à-vis de ses collaborateurs, mais il ne faut pas que ce soit trop. Et là, le problème du HPI, c'est qu'il est très souvent dans le trop. Alors, je jette un œil en même temps à vos questions. Oui, Estelle, parfois mon équipe me dit que je dissocie mon cerveau et je ne les écoute plus. Ok, oui, alors effectivement, le problème, c'est qu'on a tellement de choses dans notre cerveau, je ne sais pas si ça va répondre à votre question, Estelle, mais on a tellement de choses dans notre cerveau que c'est compliqué d'être à la fois connecté à notre cerveau et connecté aux autres, alors même qu'on est plutôt quelqu'un d'empathique. Et on a plutôt en général de bonnes capacités d'écoute. Mais moi, je me souviens très bien, hein, il y a assez longtemps de ça, j'avais fait une formation qui était très orienté sur l'écoute, justement, bien avant que je sache que je ferais du coaching. Et je me disais, mais quand même, j'adore écouter, et en même temps, j'ai vraiment le sentiment d'écouter assez rarement. Ben oui, parce que j'avais tellement de choses dans mon cerveau, donc c'était peut-être ça, hein, je ne sais pas si ça fait le lien avec ce que vous disiez, Estelle. Autre point, alors je parlais du paradoxe des émotions. Oui, quand on a des émotions très fortes, on a tendance à s'en couper, parce que c'est tellement difficile à supporter. Et donc, en se coupant de ses émotions, eh bien, on peut paraître comme un manager froid et distant. Donc ça, c'est vraiment un paradoxe extrêmement fréquent. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je pourrais vous parler d'un de mes clients qui est directeur d'une business unit dans une grande entreprise. Et c'est quelqu'un qui a de très fortes responsabilités et il ne supporte pas de donner l'image de quelqu'un qui ne serait pas en contrôle. Et donc, son problème à ce client, c'est qu'il veut absolument contrôler ses émotions, mais comme les émotions, on n'arrive pas forcément à les contrôler et qu'elles débordent, eh bien, plus il cherche à les contrôler, pire c'est. Plus les émotions vont aller à l'encontre de son besoin de contrôler. Donc, on voit bien que là, s'il n'y a pas une prise de conscience qu'on est quelqu'un qui a des émotions et qui a besoin de les exprimer, ces émotions, et qu'il faut arrêter de chercher à contrôler tout sur cette question des émotions, eh bien, ça ne peut jamais fonctionner. On s'enferme un peu dans un cercle vicieux. Alors au passage, ce paradoxe des émotions et cette question des émotions, c'est un nœud central pour l'immense majorité de mes clients et de mes clientes. Et en fait, c'est pas souvent par ce sujet-là qu'on attaque par un autre sujet, mais à un moment donné, on en revient toujours à en passer par la question des émotions. Et pour ma part, c'est un sujet qui a été difficile. Je ne comprenais pas parce que je m'étais formé à la psychologie positive au travail. J'étais même expert praticien certifié dans ce domaine-là. Donc la question des émotions, je m'étais ultra formé. J'étais vraiment extrêmement au point sur cette question et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à sortir de mes propres émotions. Bah, d'abord, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si on demandait parce qu'on a le cerveau, le cortex préfrontal qui gère la rationalité, mais on a aussi notre cerveau limbique et on ne peut pas être sous le contrôle des deux à la fois. Ça, c'est pas possible. Donc, quand les émotions arrivent, le cortex préfrontal se déconnecte et donc tout ce qu'on avait réfléchi ne fonctionne plus. J'ai envie de dire, c'est un peu comme si on demandait à alors je ne sais pas si l'image va vous parler, mais à un robot de s'auto-réparer, un robot qui serait en panne au niveau de son électronique, il ne peut pas s'auto-réparer. Eh bien, c'est la même chose. Et donc, tout ça pour en revenir à mon cas, quand j'avais ces difficultés sur la question des émotions, la seule solution que j'ai trouvée, c'était de me faire coacher moi-même. J'étais coach moi-même, je coachais d'autres personnes, mais c'est en me faisant coacher moi-même sur cette question des émotions que enfin j'ai pu avancer sur mes propres émotions. En ce qui concerne l'empathie, ce qui va se passer, c'est que elle est conduite à ne pas savoir s'occuper d'eux-mêmes et donc à se mettre dans des situations qui sont difficiles. Et comme ils ont tendance à ne pas s'occuper d'eux-mêmes et à ne pas être à l'écoute de leurs besoins, eh bien, ils vont manquer d'assertivité. Ils vont pas être capables de dire, mais là, moi, j'ai besoin qu'on prenne en compte tel point, j'ai besoin qu'on avance plus vite, j'ai besoin qu'on fasse de telle façon, j'aurais besoin qu'on s'organise de telle façon.
c'est pas quelque chose de facile pour eux. Ils ont plutôt tendance à prendre sur eux, et comme en plus c'est des champions de l'adaptation, c'est des champions du challenge, eh ben, j'ai presque envie de dire, ils aiment ça, de s'en rajouter un peu sur le paletot. Donc ça, c'est quand même un problème, parce que manquer d'assertivité pour un manager aujourd'hui, c'est un vrai obstacle. Ok, merci Estelle pour le retour. N'hésitez pas à faire vos commentaires et vos questions. Voilà, qu'est-ce que j'avais encore sur ce sujet? Oui, alors, au passage sur cette question de l'empathie et le fait de ne pas s'occuper de soi, je voulais juste vous citer une statistique parmi tous mes clients, et maintenant je commence à en avoir pas mal. Je ne crois pas qu'il y en ait un seul ou une seule qui ne m'ait jamais parlé de burn-out. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils aient traversé tous un burn-out, mais en tout cas, ils l'ont frôlé de près. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire à quel point c'est extrêmement répandu de ne pas avoir conscience qu'on ne s'occupe pas de soi. Et on est tellement câblé pour s'occuper des autres que ça nous semble normal. Voilà. Autre point, c'est l'humilité. Et l'humilité, quand on pousse un peu trop le bouchon, eh bien, ça va se traduire par une faible estime de soi. Alors, la faible estime de soi chez le HPI, c'est extrêmement fréquent. On peut dire qu'il a vécu, elle a vécu toute sa vie avec des réactions de la part, des personnes autour d'elle, et très tôt, hein, des réactions plutôt d'incompréhension, voire de rejet. Donc forcément, à force d'être à 98% avec des personnes qui sont dans l'incompréhension ou le rejet de vous-même, eh bien, c'est bien logique que, au bout d'un certain temps, on finisse par avoir une faible estime de soi. La faible estime de soi, c'est quelle valeur je m'accorde à moi-même. Alors j'avance parce que je vois que le temps avance et que je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Et enfin, dernier point, et ça c'est un sujet que j'ai abordé dans un de mes articles récents, ils vivent tout plus fort, et comme ils vivent tout plus fort, eh bien tout ce qui leur arrive, les événements, les attitudes des gens, etc., ils le vivent de façon plus intense, ils le captent de façon plus intense, et donc ils ont tendance à surinterpréter ce qui leur arrive. Alors je crois que j'avais un petit exemple à ce sujet-là. Oui, alors dans mon article, justement, je parlais de mon cas. Dans mon cas, alors il y a un des sujets, c'est pas le seul, hein, de ma sensibilité, c'est le retard. J'aime bien être à l'heure, et quand quelqu'un est en retard, je vais tout de suite interpréter ça. Alors soit comme il lui est arrivé un malheur, il y a un problème, etc., etc. Ou alors c'est dans le jugement ou dans la critique de dire mais c'est quand même pas possible d'être toujours en retard. Donc je vais avoir tendance à généraliser comme ça. Bon, heureusement, maintenant, je commence à bien me connaître. Donc, il y a tout de suite mon mode méta, mon mode coach qui se met en route, mon mode observateur qui dit, mais Cyril, cool, tout va bien. Mais il n'empêche que ça continue à être comme ça. Alors, au passage, je fais une petite parenthèse pour dire que, en général, les HPI sont d'assez bons observateurs d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a quand même de l'espoir dans ces zones aveugles, et je vais y arriver. Mathieu qui me dit: «Merci, je n'ai jamais vu une définition aussi précise de ce que je vis au quotidien». Merci Mathieu, très bien. Alors, on en arrive à la suite. Les clés pour devenir un manager HPI performant et reconnu. Alors, peut-être que vous allez être un peu surpris de ces clés, mais je vais tâcher d'être le plus détaillé possible. D'abord, la première clé, c'est de sortir du déni. Alors, quand je disais tout à l'heure, je parlais du déni, c'est pas toujours du déni, hein, mais c'est une forme de… c'est comme si on avait les informations, mais qu'on n'en tenait pas compte. Donc oui, c'est de prendre conscience de ces différences. Alors, prendre conscience de ces différences, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que je voulais vous dire à ce sujet-là? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on a tellement besoin de se sentir intégré, accepté par les autres, et qu'on a reçu plutôt du rejet, qu'on est dans une adaptation permanente. On parle même de suradaptation. Donc, c'est cette suradaptation, c'est un espèce de pli qui a été pris depuis très longtemps, qui fait que ça nous semble normal d'être dans l'adaptation, et on finit par croire qu'on est la personne adaptée et qu'on n'est plus la personne réelle. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet-là, à propos de la suradaptation. Quand il y a 7 ou 8 ans, je me suis retrouvé sans licencié de mon dernier emploi, et à me demander qu'est-ce que j'allais faire en tant qu'indépendant, ou comment j'allais construire mon projet,
eh bien, j'étais dans le flou total entre astronaute, chanteur et pompier. Enfin, c'était à ce niveau-là. Je savais que ce serait peut-être probablement aucun des trois, mais j'étais complètement perdu, j'étais dans le brouillard. Et ce brouillard, c'est quelque chose que rencontrent parfois certains HPI. Je dis certains, ça peut être une bonne part d'entre eux. À un moment donné de leur vie, ils ont tellement été dans la suradaptation qu'ils ne savent plus qui ils sont. Ils ne savent plus quelle est leur personnalité. Voilà. Bon, et ça c'est un premier point de prendre conscience, mais le point suivant est absolument essentiel, c'est d'accepter et d'assumer ces différences. Alors, ça paraît simple comme ça, d'accepter ces différences. On pourrait dire, bah oui, maintenant j'en ai pris conscience. Ah, je suis comme ça, ok, bon, bah, très bien. Eh bien, allons-y, fonçons. Sauf que le problème, c'est que, comme je disais, c'est un vieux pli, comme un pli pris sur un vieux drap rangé sous une pile très épaisse depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, que sais-je. Et donc, ces vieux plis, on les défait pas comme ça en 2 minutes, même avec un bon fer bien chaud, même avec une mouillette, etc. Donc, accepter et assumer ces différences, c'est compliqué. On pourrait dire un petit peu, à l'image aussi du conte d'Andersen, on s'est toujours cru comme un petit canard alors qu'on était un cygne. Donc, on a fini par croire à son histoire de canard. Donc, le jour où on doit se dire, ah, on est un cygne, mais il faut avoir un espèce de don d'ubiquité ou de schizophrénie pour accepter de se mettre dans une nouvelle peau en quelque sorte. Donc accepter, assumer ces différences, c'est compliqué. Il y a un côté un peu, on pourrait dire, psychothérapeutique qui est loin d'être évident, hein. Et parfois, oui, on va un petit peu aux frontières de la thérapie, si je puis dire, même si je ne suis pas du tout spécialiste de ça, pour se remettre dans sa bonne peau, si je puis dire. Je regarde en même temps vos questions. Oui, Anne qui confirme hein, que le brouillard, elle l'a connu. J'espère que tu en es sorti. Voilà. Alors, une fois qu'on a accepté et assumé ces différences, je regarde l'heure en même temps, je vais parler d'estime de soi. Oui, parce que en effet, dans la plupart des cas, il y a un déficit d'estime de soi. Pourquoi il y a un déficit d'estime de soi? Parce qu'on s'est suradapté et donc on était en dehors de ces modes de fonctionnement préférentiels et authentiques. Donc en étant en dehors de ces modes de fonctionnement naturels, forcément on est moins performant que si on était dans ces modes de fonctionnement préférentiels. Alors ceci dit, on est tellement performant d'une façon générale que dans le fond ça se passe pas si mal. Mais quand même, et ce qui se passe surtout, c'est que cette suradaptation, elle finit par être épuisante. Donc à un moment donné, on peut craquer, quoi. Et ça se lézarde, l'édifice se lézarde. Et sans estime de soi, on peut rien faire. On peut pas travailler sur soi, on peut pas se sentir à l'aise dans sa nouvelle peau. Ça, c'est vraiment quelque chose d'impossible. Et comment on fait? Ben, par exemple, ça peut être de revisiter certains événements de sa vie qu'on a regardés sous un angle bien particulier, extrêmement critique. Et si on le revisite sous un autre angle, en ayant conscience justement de sa différence, à ce moment-là, les choses prennent un autre sens. Bon, voilà, ça peut être ce genre de choses. Mais c'est quelque chose qui n'est pas si simple. Le point suivant, c'est la gestion des émotions. Comme je vous disais, la gestion des émotions, c'est vraiment un nœud gordien, hein. C'est quelque chose d'absolument central pour avancer quand on est HPI. Alors, je suis en même temps… oui, ok, Anne qui me dit de temps en temps, il revient. Giordano, ne devrions-nous pas apprendre à nous déconstruire pour mieux nous construire? Il y a quelque chose de l'ordre de la déconstruction, mais peut-être ce qui me vient en vous lisant Giordano, je dis attention à la déconstruction, parce que la déconstruction, déjà quand on est un peu, on se sent un peu fragile en tant que martien dans un monde de terriens, en tant que cygne dans un monde de canards, franchement on se sent fragile, on se sent un peu isolé. Donc s'il faut parler de déconstruction, je dis attention parce que là il y a peut-être un risque. Voilà, c'est peut-être la limite hein, que je dirais. Emmanuel, est-ce que le HPI est intuitif? Oui, alors totalement, hein, peut-être, je ne sais pas si je l'ai dit en début je crois que je l'ai dit en début de webinaire, il est totalement intuitif et bien souvent ses intuitions sont pertinentes en plus. Voilà. S'il y avait peut-être une autre question. Oui, oui, Estelle, hyper intuitive. Ouais. Mais ne pas s'en couper des émotions. Oui, oui. Bah oui, il faut pas s'en couper de ses émotions. Alors effectivement, ça fait partie du travail de la gestion des émotions, c'est de se reconnecter à ses émotions. Ça n'est pas si simple parce que il y a un côté un petit peu douloureux, mais bah, on travaille aussi avec les émotions positives. Ça peut être une des techniques.
Alors, une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, travailler son estime de soi, travailler sa gestion des émotions, ça se fait pas tout seul. Encore une fois, moi, je n'ai pas pu le faire moi-même. Et encore une fois, les HPI ont une certaine aptitude à l'auto-coaching, ils ont une certaine capacité, autonomie dans le fait de pouvoir s'auto-coacher, mais à un moment donné, pour initier le mouvement, il faut quand même se faire aider. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. Se fixer des ambitions atteignables. Ben oui, parce que à force de se fixer des Everest et de ne pas les atteindre, tout ça, ça réalimente le cercle vicieux. Donc, bah, je dirais se fixer des ambitions atteignables et savoir célébrer toutes les victoires. Par exemple, je me souviens, un des points moi qui m'a aidé, parce que j'ai quand même traversé des moments de galère, c'était au-dessus de mon ordinateur, à mon bureau, je mettais mon tableau de petites réussites. Et mon tableau de petites réussites, eh ben, il m'a bien aidé. Il est devenu des tableaux de grandes réussites, et in fine, j'ai plus besoin du tableau, mais au début, il m'a bien aidé. Donc c'est quoi gérer ses émotions? On apprend à ne pas en avoir honte. Oui, par exemple, Estelle, gérer ses émotions, ça peut être déjà apprendre à les exprimer. Or ça, c'est pas simple, apprendre à exprimer ses émotions parce que, justement, si on a, un peu honte de ses émotions, on va pas les exprimer du tout. Mais après, je dirais que ça va encore plus loin. De mon point de vue, on est capable non seulement de les gérer, mais on est aussi capable de les anticiper en apprenant à mieux connaître ses points de sensibilité, par exemple. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je pourrais revenir en rendez-vous exploratoire pour celles et ceux qui sont intéressés. Sélectionner son entourage. Oui, il va falloir apprendre à ne pas être aimé de tous. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est un point aussi un peu central chez les HPI. Ils ont tellement souffert de leur rejet qu'ils vont tout faire pour être aimés de tous. Je recommande d'ailleurs, je ne sais plus qui m'en a parlé, je me demande si c'est pas Estelle, j'ai un petit doute, d'un film qui s'appelle Zelig de Woody Allen. Alors je l'ai visionné cet après-midi, donc je peux en parler. Et c'est un personnage qui ressemble à tout le monde, mais en fait qui, au départ, le fait parce qu'il veut être aimé de tous. Eh bien, j'ai envie de dire, apprenez à ne pas être aimé de tous. Ça n'est pas si simple. Et donc, ça veut dire que oui, il va falloir sélectionner son entourage. Par exemple, quand on est manager HPI, c'est peut-être d'être dans une fonction de manager où ses collaborateurs ne sont pas non plus trop éloignés de soi. Éloignés en termes de mode de pensée, parce que s'ils sont trop éloignés, il va falloir que vous fassiez des efforts démesurés d'adaptation. Ou alors, c'est aussi et là je vais en parler parce que c'est un sujet extrêmement répandu, c'est d'éviter les personnages toxiques. Parce que ça, c'est une spécialité des HPI, c'est de s'attirer, d'être attiré ou d'attirer les pervers manipulateurs, les toxiques, en tout poil. Voilà, voilà, je pense que ça doit parler à quelques personnes. Oui, Emmanuel, être ancré dans le présent, bien sûr. Estelle, pleurer facilement, même en entreprise, j'exprime, je vous assure. Ok, ok, bien. Pleurer, c'est une chose. Exprimer par les mots, c'en est une autre. Voilà, peut-être une piste, Estelle. Alors, sélectionner son entourage, je regarde ma montre parce que le temps avance. Je voulais vous donner quelques messages personnels. Osez exprimer vos pleins potentiels. Alors, j'ai même envie de dire, osez exprimer votre pleine puissance. Alors, j'utilise volontairement ce terme-là, qui est peut-être un peu emphatique, mais et qui peut-être va vous choquer quand je parle de pleine puissance, quand on est quelqu'un qui cherche plutôt à être en second, à être en back-office, à se masquer, à s'adapter. À ne pas être trop présent, à être très humble, pleine puissance, là, c'est carrément hors de question, hein, c'est vraiment compliqué. Ben oui, mais il n'empêche que cette puissance, elle est là. Donc, tant qu'elle s'exprime pas, il y a frustration. Tant qu'il n'y a pas frustration, il y a risque d'émotion négative. Et tant qu'il y a émotion négative, le cerveau ne fonctionne pas bien. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et bien évidemment, se faire aider. Alors, c'est d'autant plus important ce message que les HPI, et j'en ai encore eu un exemple typique hier soir avec un de mes clients, c'est compliqué pour les HPI de se faire aider. Il y a plusieurs raisons. D'abord, ils ont toujours eu l'habitude d'être extrêmement performants seuls. Et c'est une réalité, ça, hein. Ils sont plus performants quand ils sont seuls. Mais il y a quand même des endroits, et en particulier pour la zone aveugle, où ben, ils ont besoin de se faire aider. Et puis, la deuxième difficulté par rapport à ça, c'est que beaucoup de HPI estiment ne pas mériter
d'aide. Donc ça, c'est un vrai problème. Ils pensent ne pas mériter d'aide à cause de leur manque d'estime d'eux-mêmes. Et puis, ben, après, c'est l'autre problème, c'est se faire aider par qui? Et alors là, je vais vous parler tout petit peu de moi, parce que moi, je me suis fait aider par des tas de coachs, des thérapeutes. Je les trouvais tous géniaux à chaque fois. Franchement, même à l'issue quand les choses ne fonctionnaient pas, je disais, mais c'est quand même des gens géniaux. Mais n'empêche que ça marchait pas. Et le problème, c'est que je savais pas, un, que j'étais HPI, deux, qu'il y avait des experts en HPI. Et voilà. Et en plus de ça, comme on a souvent beaucoup d'expériences négatives, eh bien, oser se confier à quelqu'un, c'est pas simple. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, je vous redis que voilà, je vais arrêter le partage. Enfin, j'ai juste une petite diapo pour vous dire que, encore une fois, j'ai mis ce lien dans la discussion, le fil de discussion. Celles et ceux qui ne l'ont pas, je le renverrai par mail ce soir. Si vous souhaitez approfondir suite à ce webinaire, vous pouvez me solliciter un rendez-vous de 30 minutes gratuit. Comme je dis souvent, la meilleure boîte à outils ne vaut rien sans une vraie relation humaine. Et donc, bah, c'est 30 minutes pour avoir vraiment un diagnostic personnalisé et des premières pistes pour avancer, pour vous. Voilà. Alors, je retourne voir vos messages. Et bien évidemment, il nous reste 3 minutes pour les questions-réponses, donc je suis à votre écoute. Emmanuel, je me reconnais dans ce que vous dites. Oui, Estelle, j'en ai 3 à mon actif détoxique. Bon, ben, il va peut-être falloir s'en occuper. Stéphanie, les femmes HPI dans un monde pro avec des hommes est aussi un big challenge. Oui, très clairement, Stéphanie. Et là, j'ai envie de dire, ben, je pense que les hommes HPI ont peut-être quand même, parce que je constate, moi, que j'ai énormément de clientes, je dois être à peu près à 2 tiers, pour pas dire les 3 quarts de clientes. Donc, quand même, je me dis que peut-être les hommes HPI, ils ont peut-être cette capacité à justement accompagner une femme HPI sur ses difficultés, ça peut sembler paradoxal, par rapport à un homme. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà. Alors, quelques messages personnels. Je ne sais pas si je vais essayer de regarder qui est là et qui n'est pas là. Alors, Aurélie, je ne l'ai pas vue. Stéphane, je ne l'ai pas vu. Priscilla est là. Oui, alors Priscilla, j'avais un petit message. Quand vous dites que vos réactions d'impatience mettent la pression sur vos collaborateurs, j'ai envie de vous proposer, et si demain, en plus d'avoir de la compassion pour eux, vous en gardiez un petit peu pour vous-même, pour diminuer, voire stopper votre sentiment de culpabilité. Voilà mon petit message, Priscilla. Clotilde, est-ce qu'elle est là, Clotilde? Je ne sais pas. Non, je ne l'ai pas vue, Clotilde. Aurélien est là. Alors Aurélien, et si vous faisiez une idée trop standard de ce qu'on attend de vous en tant que membre du CODIR, et si vous vous centriez sur tout ce que vous savez faire de très bien, et si vous déléguiez plus tout ce qui ne vous convient pas, tout ce que vous savez moins bien faire. Voilà le petit message. Giordano, vous n'aimez pas brusquer, mais en faisant si attention aux autres, jusqu'à quel point vous vous brusquez vous-même. Voilà, c'est le petit message que j'avais pour vous. Et si demain, vous adoptiez des modes de fonctionnement et des attitudes qui soient plus en phase avec votre personnalité. Je crois que j'ai vu Martine aussi. Martine, un petit message. Vous souhaitez faire avancer les choses dans la bienveillance, mais la bienveillance n'exclut pas l'exigence et n'exclut pas l'expression de vos propres besoins. Comme j'ai dit, Martine, exprimer ses propres besoins, c'est pas toujours simple pour un HPI. Et vous, quels sont vos besoins, vous, Martine? Et qui peut vous aider à y répondre à vos besoins? Voilà, Leïla que j'ai vu. Bah, pour ne plus vous échapper quand vous faites face à des clients qui vous pressurent, qui vous aident pas, qui vous contraignent, et si vous acceptiez de ne plus plaire à tout le monde, peut-être à tous les clients, voilà. Et pour qui j'avais encore un message, pour Élise. Et si vous ne cherchez plus à convaincre tout le monde, voilà, de ne plus avoir peur de vous, et si vous vous centriez sur des personnes prêtes à vous accepter comme vous êtes. Alors, je sais que c'est pas simple, mais voilà. Estelle, je crois que je l'ai vu, Estelle. Estelle, bah oui, bien sûr. Jusqu'à quel point et jusqu'à quand êtes-vous prête à vous battre contre un environnement qui n'est pas complètement prêt à vous accepter? Et Johanna, est-ce qu'elle est là, Johanna? Oui, elle est là. Bonsoir, Johanna. Et si vous cherchiez à vous entourer de personnes un peu moins éloignées de vous? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des messages?
des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Et puis après, on va s'arrêter parce que je suis un petit peu en retard. Oui, Giordano, j'aimerais vous dire merci. Très bien. Et les questions que je pouvais poser. Parfait. Merci pour Priscilla aussi. Élise. Ok, ça permet de revenir à l'essentiel. J'ai toujours envie d'être performant. Merci beaucoup. J'ai apprécié la clé, sélectionner son entourage. Je vais me concentrer là-dessus. Merci. Merci Martine. Philippe, merci. Parfait, très bien. Bon, eh ben, écoutez, voilà, si c'est tout, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais essayer de respecter mon horaire. Et puis, dans la soirée, vous allez recevoir un petit mail avec le lien vers le replay. Et encore une fois, j'étais vraiment ravi de vous avoir tous ce soir. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Alors, j'ai pas de date, mais bien évidemment, suivez mon actualité sur LinkedIn. J'envoie aussi une newsletter par mail une fois par mois. J'essaye de pas être trop envahissant, où je donne les nouvelles. Voilà. Bonne soirée à tous et puis à très bientôt. Au revoir.